qu'on est arrivé à un momentum, un moment vraiment de changement de lecture des droits de l'homme. Et il faut un peu commencer par le commencement. À l'origine, quand on parlait de droit, alors je parle bien surtout pour les Occidentaux, on se disait que finalement le droit, c'était une évidence, c'était pour ici et maintenant, et puis on n'avait pas besoin de penser à la protection juridique de l'avenir, puisque le droit, finalement, s'est construit en totale ignorance de l'avenir. Là, on a le professeur Alexandre Kiss qui dit que pour les juristes, intégrer les générations futures dans le droit, c'est réaliser une révolution copernicienne. Tout simplement parce que les juges doivent comprendre que les champs du droit vont au-delà de l'ici et de maintenant, vont au-delà de la protection strictement humaine, mais aussi des intérêts des autres espèces vivantes et du fondement de la vie, et au-delà des temps présents. Pour le professeur Mireille Delmas-Marty, il s'agit d'une rupture anthropologique pour la civilisation occidentale. Alors, il faut bien avoir en tête qu'on a aussi une absence de repères pour gouverner cet avenir, puisque quand on regarde les éthiques classiques, on n'a pas de repères, et puis on a même besoin, je dirais même, de nouveaux mots pour désigner ce rapport avec les générations futures, puisqu'on n'est pas dans un contexte d'interactivité. Alors, droit et génération future, est-ce une impossible rencontre? Eh bien, on pourrait l'imaginer quand on regarde la définition du droit, parce que le droit organise les rapports entre les hommes actuellement vivants entre eux. Et quand on regarde une ancienne déclaration qui n'a jamais été adoptée, on se rend compte à quel point cet imaginaire est très fort, y compris en droit constitutionnel. L'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793 disait qu'un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures. Et donc, je vais insister sur des processus de profonde transformation qui sont actuellement à l'œuvre et qu'Erin a déjà commencé à montrer, à donner à voir. On est à un momentum qui correspond à un temps fort de changement de civilisation. Car nous ne sommes pas en face d'un contrat social à réviser, nous sommes face à des enjeux de civilisation, de pérennité de la vie sur Terre. Et lorsque je présente le droit des générations futures, je dis qu'il y a bien deux pôles majeurs. Un pôle qui concerne le droit de la condition humaine future, c'est tout ce qui concerne le droit de la bioéthique, la condition de l'espèce humaine. On y reviendra tout à l'heure. Et le deuxième pôle qui nous intéresse plus particulièrement maintenant, c'est le droit de la protection de l'environnement, qui a été impulsé par l'échelle internationale, et on verra que ça donne beaucoup de spécificités. Alors, ce momentum correspond aussi peut-être à l'avènement d'une nouvelle démocratie, une démocratie transgénérationnelle. On pourrait dire que c'est une expérience nouvelle que toute génération humaine qui a du pouvoir est portée à en abuser à l'égard de l'avenir. Et là, je m'inspire de Montesquieu, que je décline au transgénérationnel. Et donc, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir de manière transgénérationnelle, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir afin d'instituer le respect de l'avenir. Donc, c'était un travail que j'avais mené sur un colloque sur penser les institutions au XXIe siècle. Dans ma thèse, j'ai proposé deux principes juridiques fondateurs et vous allez comprendre en quoi ça accompagne ce processus de transformation. Le premier, c'est un principe de non-discrimination temporelle, parce que si on y réfléchit bien, ne pas protéger l'avenir et les générations futures, en lien d'interaction avec le vivant non humain, c'est finalement de se dire, il y a une priorité temporelle, première arrivée sur Terre, et après peut advenir le déluge. Un principe de non-discrimination temporelle signifie que ce n'est pas parce que les générations futures ou les autres espèces n'ont pas d'entité juridique que pour autant elles n'ont pas de droit ou de protection, que pour autant on n'a pas de devoir envers elles. Le principe de non-discrimination temporelle permet de basculer vers d'étendre plutôt les champs légitimes du droit à la protection des générations futures et au-delà de l'espèce humaine. Puis le deuxième principe fondateur, qui fait système avec ce que vient de présenter Erin, c'est le principe de dignité des générations futures. Ce principe de dignité, c'est un principe matriciel en fait, qui chapeaute, qui anime, qui donne corps, consistance, synergie entre toutes les différentes générations des droits de l'homme. Alors, ma présentation, elle s'organise en deux temps. Tout d'abord, penser les droits de l'homme au transgénérationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, dans un deuxième temps, mettre en œuvre ces droits de l'homme transgénérationnels. Donc, tout ce que je vais vous dire là est le fruit d'un travail académique. Ma thèse intitulée « Générations futures et droits privés vers un droit des générations futures » a été soutenue en 2008
et publié dans une collection classique de droit LGDJ. Une brève généalogie s'impose, même si tout le monde ne se l'accorde pas. Alors, droit de l'homme, c'est l'expression traditionnelle. Pour éviter le côté genré, on parle de plus en plus de droits humains. Droits fondamentaux, ce sont les droits que l'on peut invoquer. Mais je vais aller plus loin, je vais parler de droits et devoirs fondamentaux qui ont vocation à être invoqués. Alors, très rapidement, une brève généalogie au niveau de l'échelle nationale et de l'échelle internationale. À l'échelle nationale, en droit français, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a permis de proclamer les droits de l'homme de la première génération, que je vais présenter de suite après, qui sont les droits civils et politiques. La deuxième génération est intégrée dans le préambule de la Constitution de 1946, des droits économiques et sociaux que l'on doit aux résistants qui se sont réunis lors du Comité national de résistance, et un bond dans le temps, 2004-2005, la Charte de l'environnement. Là, on voit qu'à chaque époque, il y a un contexte humaniste très fort, la Révolution française, la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la violation de la limite à grande échelle de personnes, et la Charte de l'environnement, où on saute vraiment une étape d'évolution. Rapidement, à l'échelle internationale, parce que ce que je vous présente sur cette approche transgénérationnelle des droits de l'homme, elle a lieu partout dans le monde, puisqu'on est à un moment de mondialisation des droits de l'homme. Alors, l'impulsion de cette greffe du concept de droits de l'homme à l'échelle internationale, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et puis, simultanément, il y a des impulsions dans les systèmes régionaux internationaux, c'est ce qui va donner le système interaméricain des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe. Les pactes de 1966 au niveau mondial, global, impulsent un droit positif de droit international des droits de l'homme avec toutes les institutions des Nations Unies, notamment à Genève, qui se mettent en place. Et dans les années 80, on aura le système africain des droits de l'homme et des peuples, et récemment, il est moins mature, le système ASEAN. Et dans ce contexte-là, on identifie 4 générations de droits de l'homme. Pour moi, j'ai dépassé la distinction en 4 générations, mais dans un souci de clarification, on va les séparer, sachant qu'elles font tout système dans une lecture transgénérationnelle. La première génération, on a dit, c'est les droits civils et politiques. Exemple, la liberté d'aller et venir. La liberté d'aller et venir dans un contexte où on ne pouvait pas aller et venir librement. Mais pour les générations futures, il est possible de décliner cette liberté au transgénérationnel. Il y a des lieux comme Fukushima ou autour de Tchernobyl, des endroits, des lieux. Alors, il faut imaginer aussi en France que vont donner les lieux de nos centrales nucléaires, où notre condition humaine ne nous permet plus d'aller et venir librement autour de certains sites qui sont contaminés, qui nous mettent en danger. On pourrait penser à la liberté de penser, puisque c'est en dehors de notre champ aujourd'hui, mais j'allie les deux pôles, bioéthique et environnement. Aujourd'hui, beaucoup de recherches, notamment Neuralink, concernent des puces cérébrales. On peut se poser la question, même si ça paraît de la science-fiction, qu'un jour viendra peut-être où des puces vont entamer notre question de liberté de penser. Et par ailleurs, la chaire travaille également là-dessus, sur les nudges et autres. Bon, deuxième génération des droits de l'homme, ce sont les droits économiques et sociaux, comme le droit à la santé. Bon, pour la France, c'était le droit à la sécurité sociale, mais de manière transgénérationnelle. Ça veut dire ce droit à la santé durable, le droit de naître sans avoir 200 résidus de produits chimiques dans nos cordons ombilicaux, ce qui est le cas aujourd'hui pour nos enfants, de ne pas avoir des perturbateurs endocriniens, de ne pas être exposé tout au long de notre vie à des pollutions systémiques, sachant que c'est déjà une fiction puisqu'on a des polluants organiques persistants, le chlordécone en est notamment un exemple. Alors, qu'est-ce que la troisième génération des droits de l'homme? Alors, contrairement aux 2 premières générations qui sont nées à l'échelle nationale, la troisième génération, c'est M. Vazac qui l'a identifié, qui était à la tête du département environnement à l'UNESCO. Il s'est rendu compte qu'à partir des années 70-80, il y avait une diffusion à l'échelle internationale de traités internationaux qui faisaient reconnaître des droits et devoirs nouveaux, des droits de solidarité, droit à la paix durable, droit au développement durable, droit à un environnement sain, droit à l'usage du patrimoine commun de l'humanité. Tout cela a initié un processus de métamorphose des droits fondamentaux première, deuxième et troisième génération. Je vais vous donner à le voir tout de suite, après, ou je peux dire dès maintenant, parce que le droit à la vie fait système avec le droit à la santé durable, le droit à un environnement sain et le droit aussi, la liberté d'aller et venir. Qu'est-ce que la 4e génération de droits de l'homme? La 4e génération
génération de droits de l'homme, qui a été identifiée par le professeur Marcus Helmons, il est encore en construction et à construire, mais plus que jamais nécessaire. C'est l'idée de protéger la condition humaine contre l'avancée de nouvelles technologies. Donc, on parle de la bioéthique, on a déjà l'interdiction du clonage humain reproductif en droit français, il faut vraiment le consacrer à l'échelle internationale, mais il y a des accélérations. On a interdit les pratiques eugéniques, mais maintenant avec les nouvelles technologies CRISPR-9 ou encore la tendance vers la reconnaissance et la montée en puissance du transhumanisme, cette quatrième génération des droits de l'homme pose question. Mais alors, si on revient aux droits des générations futures et donc à mon sujet, l'approche transgénérationnelle des droits de l'homme. Il faut savoir qu'il y a eu déjà plusieurs projets de déclaration universelle des droits des générations futures. Nous avons fêté il y a 2 ans les 30 ans de la déclaration de la Laguna, 1993. Donc vous voyez ici à gauche la rectrice de l'époque, Madame Teresa, et à droite, une photo où on voit le commandant Cousteau. Cette rectrice, le président directeur exécutif de l'UNESCO, Federico Mayer Saragossa, et d'autres éminences, autour de la déclaration de la Laguna, qui a donné finalement l'adoption, qui a été poussée à l'UNESCO, mais qui a donné finalement lieu à l'adoption d'une simple déclaration de responsabilité envers les générations futures. On n'a pas su convaincre qu'il y avait un changement de civilisation et donc la possibilité de reconnaître des droits aux générations futures. C'est arrivé un peu trop en avance, mais c'était un travail de pionnier. Et si je fais un bond dans le temps, bien sûr, il y a d'autres écrits. En 2015, un rapport a été remis au président de la République, François Hollande, sur une déclaration des droits et devoirs de l'humanité à laquelle j'ai participé dans le cadre de la rédaction. Donc on voit bien que cette idée d'éclairer des droits et devoirs des générations futures est une idée finalement qui a été relayée à plusieurs reprises et qui finalement donne à voir le principe de dignité humaine à travers au-delà les générations actuelles et à travers et au-delà des frontières et des espèces. Donc c'est un droit systémique qui se met en place, c'est une lecture systémique de ces différentes générations des droits de l'homme. Alors comment on va les mettre en œuvre, ces droits et ces devoirs fondamentaux au profit des générations futures? Alors j'insiste bien sur la reconnaissance des devoirs fondamentaux. Souvent les juristes estiment que les devoirs relèvent de la morale et que dès lors, ça ne relève pas du droit. Néanmoins, lorsque vous allez lire les textes, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme ou tous les autres textes, les pactes, à chaque fois, vous verrez ce mot « devoir ». Et le moment est venu de reconnaître des devoirs fondamentaux à l'instar des droits fondamentaux qui sont invocables. Alors, il y a différents modes de représentation des générations futures et on va le voir, on va donner la parole plus particulièrement à des ombudsman, mais rappelons qu'au niveau du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, il y a déjà eu des précédents. Au niveau du pouvoir exécutif, tout à l'heure, nous entendrons le professeur Edith Brunweiss, elle a participé à l'expérience française inédite d'un conseil pour les droits des générations futures qui a été créé par décret en 1993 sous l'impulsion du commandant Cousteau. On peut estimer que des comités comme le Comité consultatif national d'éthique, qui est entouré d'une équipe pluridisciplinaire, peut être une ébauche également d'un conseil apporté au pouvoir exécutif. Et puis, on peut à nouveau penser cela dans une gradation. Si vous allez à la mairie de Paris, il y a un conseil à la mairie de Paris des générations futures et plusieurs municipalités font cela. Alors, au niveau du pouvoir législatif, également, nous avons des expériences à l'étranger où, par exemple en Finlande, il y a un comité pour le futur dont l'objectif est de représenter les intérêts des générations futures devant le pouvoir législatif. Il y a également eu l'expérience en Israël d'un commissaire auprès de la Knesset dont l'objectif était d'identifier, d'analyser les lois pour vérifier comment elles pouvaient également se fondre en respect des intérêts des générations futures. À nouveau, la question de la prise en compte des intérêts des générations futures peut se faire au niveau du pouvoir judiciaire, que ce soit au niveau implicite, explicite. Alors, implicitement, on a des notions fondamentales, des notions cardinales du droit qui ont vocation à être lues au transgénérationnel. Dès lors qu'aujourd'hui, on met en danger l'avenir, il devient des champs légitimes du droit que de protéger cet avenir, de cette démocratie transgénérationnelle. Alors,
l'intérêt général, il est déjà représenté par le ministère public. Et ce que j'expliquais dans ma thèse en 2008, c'est que le ministère public pourrait tout à fait avoir vocation à agir, à mettre en mouvement l'action publique en cas d'atteinte à cet intérêt général transgénérationnel. Il y a des actions en justice qui existent à l'étranger, comme au Portugal et au Brésil, qui sont les actions en protection des intérêts diffus et qui, grosso modo, permettent à la société civile, d'intenter ces actions en protection de l'intérêt général diffus, c'est-à-dire de l'intérêt général dans la société. Mais explicitement, on peut aller encore plus loin, on peut être encore plus audacieux, et c'est tout le thème qui nous réunit aujourd'hui. L'idée de créer un défenseur des droits des générations futures, ou si on emploie la terminologie anglo-saxonne, un ombudsman des générations futures. Et là, on va plonger dans un univers autre, hors cadre, en dehors de nos cadres de pensée traditionnels, puisque cet ombudsman des générations futures, on le verra tout à l'heure, est une autorité, en tout cas la première expression qui a été incarnée par Sander Fulop, en dehors de cette dichotomie exécutif, législatif et judiciaire. Il emprunte à la fois des pouvoirs type du juge d'instruction, à la fois un peu un statut type autorité administrative indépendante, et en fait, à la protection d'un intérêt hors cadre correspond une institution hors cadre, et je n'en dis pas plus, car tout à l'heure, nous aurons 3 représentants de cette institution. Là, au-delà des modes de représentation, vous voyez, je parle du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, c'était ainsi que traditionnellement, on appréhendait l'équilibre des pouvoirs. Dans cette idée de penser les institutions au XXIe siècle, lorsque j'ai écrit cet article sur la démocratie transgénérationnelle, je propose un 4e pouvoir, et je pense qu'aujourd'hui, les actions des ONG nous donnent raison à cette analyse. Le 4e pouvoir, assurément, c'est la société civile. La société civile qui vient pleinement jouer son rôle aussi de défenseur de l'intérêt général, que ce soit par les actions en justice qu'elle mène. Nous avons aussi une nouvelle étape d'évolution, parce que cette lecture transgénérationnelle des droits humains, qui est aussi proclamée, je ne l'ai pas dit, mais dans certaines constitutions, comme la constitution japonaise, qui est très intéressant, c'est de dire que, en fait, dans la constitution japonaise, les droits fondamentaux sont l'héritage des milliers de générations qui nous ont précédés, et on a en charge une obligation transitive, c'est-à-dire de protéger à notre tour les droits fondamentaux des générations qui nous suivront. Eh bien, le moment est venu, et on le voit, donc c'était l'objet de cet ouvrage Legal Actions for Future Generations, qui est le premier tome publié dans la collection de la chaire Normandie pour la paix. Nous sommes arrivés à un nouveau moment où des actions en justice fleurissent à travers le monde au nom des générations futures. Et le pionnier, le leader de la chaire Normandie pour la paix, c'est l'avocat philippin Tony Oposa, qui a mis fin à une massive déforestation aux Philippines au nom de ses enfants, au nom des générations futures, car il avait calculé qu'à l'échéance de 10 années, il n'y aurait plus du tout de forêt aux Philippines. Et cette action en justice est longtemps restée comme ce qu'on dit dans les sciences, une anomalie. Mais cette anomalie était annonciatrice d'un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, depuis 2015, même sans être juriste, on voit bien qu'il y a une lame de fond avec les actions en justice climatique qui, par milliers, déferlent tout autour de la planète. Mais ces actions en justice, pour les générations futures, elles concernent d'autres domaines comme le nucléaire, comme la question des pesticides, le chlordécone, les polluants organiques persistants, les perturbateurs endocriniens. Donc, il y a un lien très étroit entre la qualité de notre santé, le droit à la vie, le droit à la santé, avec les facteurs environnementaux, puisque maintenant, les sciences évoluent, comprennent qu'il y a des facteurs épigénétiques de changement, de transformation de notre condition humaine. Et puis, je ne pourrais pas terminer cette présentation sans évoquer un autre changement de paradigme. Au final, assurer un droit des générations futures, c'est assurer qu'il n'y ait pas de catastrophe, qu'il n'y ait pas de dommages transgénérationnels. C'est arrêter une fuite en avant, cette possibilité
de nuire durablement à l'avenir. Et donc, il y a plusieurs choses aujourd'hui qui se développent, comme la compliance environnementale, qui concerne une mise en conformité systémique et en amont des entreprises, concernant les droits de l'homme, le respect des droits à l'environnement, la RSE. Au niveau national, il y a une erreur sur ma diapo, pardon, et au niveau transnational. Donc, j'espère pouvoir inviter une collègue la semaine prochaine sur ce sujet-là. Et puis, au final, au-delà de tout ce que je vous ai dit spécifiquement lié aux droits humains, on voit qu'il y a une recomposition du paysage juridique. Il y a de nouvelles notions fondatrices qui font système, comme l'obligation de vigilance environnementale, comme le principe de précaution, ou encore le principe de non-régression environnementale, qui sont autant de pépites en pleine évolution à l'heure actuelle. Alors, en conclusion, pour respecter le temps de parole, je rappellerai que nous avons une très belle charte de l'environnement, qu'il est temps de lui donner pleine et entière application, précisément en lui donnant pleine effectivité à cette approche transgénérationnelle des droits de l'homme sur la base de cette charte de l'environnement. Cette proposition de lecture transgénérationnelle des droits de l'homme, Erin pourra revenir dessus, puisqu'avec Maria Antonia Tigre, elles ont écrit un très bel article sur le système interaméricain des droits de l'homme qui est actuellement en train d'appliquer cette lecture-là. L'idée, c'est d'assurer un droit de pérennité global, c'est-à-dire à la fois à l'échelle globale et locale de l'humanité, à travers et au-delà des frontières et des espèces.